Salut et bienvenue sur Netageo pour une émission rétro gaming et on va parler aujourd'hui de la PC Engine Mini car je l'ai reçue, elle est arrivée, elle est branchée sur les écrans, elle tourne comme vous le voyez et j'ai fait pas mal de tests sur cette console et donc j'aimerais bien vous parler un petit peu des résultats, de ce que j'en pense maintenant. Alors j'ai fait une première émission déjà il y a 6 mois maintenant sur cette PC Engine Mini qui parlait principalement de l'interface et des menus, donc je vais pas répéter la même chose et on va se concentrer directement sur l'émulation. Comme pour la vidéo review sur la Mega Drive Mini, dans cette vidéo, on fera le déballage de la console pour parler de son aspect extérieur, puis on parlera de l'émulation, qualité d'image et de son, framerate et les temps de réponse. Alors je tiens à être précis, aujourd'hui je parle de la PC Engine Mini pour le marché japonais. Pour les États-Unis ça sera une TurboGrafx 16 et pour la France et l'Europe ça sera la CoreGrafx qui malheureusement a été repoussée pour une date indéterminée. Entre la CoreGrafx Mini et la PC Engine Mini, il y a quelques différences au niveau des softs, mais je reviendrai sur ce point plus tard. Au passage, la CoreGrafx est apparue en fin 1989 au Japon et fut distribuée en France, non pas par Hudson Soft ou NEC, mais par le revendeur spécialisé en jeux vidéo Sodipeng. Peut-être que certains se rappellent des pages concours et des pubs Sodipeng dans les magazines de jeux vidéo spécialisés. À l'époque, cela me faisait baver. La principale différence de ce modèle avec la PC Engine, mis à part la couleur et le logo, c'est la possibilité de connecter la console au téléviseur via une prise RCA et non plus uniquement par l'antenne. Voici donc la boîte de la PC Engine Mini japonaise dont la façade est similaire à la boîte de la console d'origine sortie en 1987 au Japon. À gauche, la boîte de la console originale, je voulais chercher les différences. À l'arrière de la boîte de la Mini est affiché des images des pochettes des jeux inclus. Il y en a 58, dont 5 disponibles en japonais et en anglais. Ce qui fait en réalité un total de 53 jeux différents. Notez que le modèle CoreGrafx Mini ne contiendra pas Tengai Maikyo 2 et Tokimeki Memorial. À la place, il y aura Salamander. Allez, ouvrons cette boîte pour voir ce qu'elle contient. J'ai lutté à essayer de l'ouvrir par le haut alors que c'est beaucoup plus simple par le bas. Dans la boîte, on trouve la manette, la console bien sûr, un câble d'alimentation micro USB, un câble HDMI et le mode d'emploi. Il n'y a donc pas de transfo, c'est d'ailleurs le cas pour toutes les Mini. J'ai fait bien sûr des plans pour que vous puissiez faire la comparaison avec la console originale. On notera la possibilité de pouvoir brancher 2 manettes USB. Mis à part la fente pour insérer les cartouches, les prises d'alimentation et d'antenne, c'est la même chose en plus petit. Mais la différence de taille est pas énorme, car la PC Engine fut pendant très longtemps la plus petite console. Ce qui m'avait particulièrement impressionné par rapport à la taille de la NES, la Master System ou la Mega Drive. Si je ne cite pas la Super NES, c'est parce que j'ai découvert la PC Engine fin des années 80 avant que la Super Nintendo ne sorte. Comme sur la PC Engine originale, derrière la Mini, il y a un cache pour protéger les connectiques. Sur la console originale, ce cache protège le port d'extension. Un port qui permet de connecter un lecteur CD-ROM ou un boîtier permettant de sauvegarder les parties. Pour la PC Engine Mini, derrière ce cache, on trouve la prise micro USB pour l'alimentation et le port HDMI. La manette aussi est similaire à la manette originale. Vraiment, les sensations au toucher, la prise en main c'est la même chose. Sur les premières manettes, il n'y avait pas de switch auto-fire. Eh bien, il n'y en a pas non plus sur celle de cette Mini. Ce qui ne sera pas le cas pour les manettes vendues avec la CoreGrafx Mini. Comme les circuits à l'intérieur des manettes sont les mêmes pour toutes, les connectiques pour activer les auto-fire sont bien présentes. Mais comme j'ai pas envie de bidouiller, j'ai aussi commandé une manette avec auto-fire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'aspect externe. Bon, j'ai pris mon temps quand même, j'ai mis des belles images. Maintenant, il est temps de parler un petit peu de l'émulation de cette PC Engine Mini. Alors pour ce faire, j'ai dû sortir beaucoup de matériel. Parce que cette PC Engine Mini, en plus d'avoir des jeux HuCard à l'intérieur, tu as aussi des jeux CD, et aussi des jeux SuperGrafx, donc il faut une SuperGrafx, il faut une PC Engine CD-ROM. 50 jeux, il y en a 53. Là, j'en ai sorti une cinquantaine. Il n'y a pas tout, mais il y a presque tout, donc ça fait quand même beaucoup de jeux. Et quand tu penses que tous ces jeux-là, même plus, sont à l'intérieur de cette petite PC Engine Mini, bah ça fait réfléchir. La PC Engine Mini contient des jeux qui étaient à l'origine sur HuCard et des jeux sur CD-ROM. À savoir qu'il y avait 3 versions de jeux CD-ROM. Les CD Lome Lome, les Super CD Lome Lome et les Arcade CD Lome Lome.
Chaque version de CD-ROM nécessitait une HuCard System différente. Le prix de ces cartes n'était pas donné et pouvait aller jusqu'à environ 150 € pour les cartes arcade CD Lomme. La Mini contient aussi 2 jeux Super Graphics. Pour avoir l'image la plus nette possible, j'ai utilisé cet adaptateur RGB qui se branche sur le port d'extension de la PC Engine et de la Super Graphics. Le signal RGB permet d'avoir une image plus nette, car il sépare les signaux vidéo sur 3 fils, ce qui limite le bruit par rapport à une prise RCA où les signaux vidéo sont réunis sur un câble. De plus, le câble RGB que j'utilise sépare les signaux vidéo et le son, une fois encore, pour limiter les bruits sur l'image. Malheureusement, cet adaptateur RGB a besoin du port extension pour fonctionner. Un port extension qui est utilisé quand on branche la console avec le CD-ROM, donc je ne peux pas l'utiliser avec des jeux CD. Et sur l'accord du haut, il n'y a pas non plus de port extension. Donc, pour avoir une belle image, je suis obligé de passer par des jeux HuCard, que ce soit sur PC Engine ou SuperGraph. Et donc, on va faire nos tests de comparaison visuelle, principalement avec des jeux HuCard. Après quelques tests, j'ai constaté que ma Core Graphics 2 a un affichage qui contient moins de bruit en comparaison avec mes PC Engine et ma Core Graphics. Donc pour faire les tests de comparaison, j'ai utilisé la Core Graphics 2 et la Super Graphics, reliés à l'un des meilleurs upscalers du marché, le FrameMaster, via un câble RGB. Avant de faire nos tests de comparaison visuelle, eh bien il faut choisir le bon mode d'affichage de la PC Engine Mini. Car la PC Engine Mini en propose 5. Un affichage 4/3 similaire au ratio d'affichage d'un écran CRT, un autre affichage 4/3 mais utilisant l'ensemble de la hauteur de l'image, un affichage Pixel Perfect, un mode d'affichage plein écran et un mode d'affichage simulant l'écran de la PC Engine GT. Un filtre sympathique qui se rapproche vraiment de l'affichage que l'on pouvait avoir avec l'écran à cristaux liquides de cette portable PC Engine. Au passage, il est possible d'activer un filtre CRT pour reproduire l'effet des écrans à tube cathodique depuis le menu d'affichage. Ça fait le boulot, mais ce filtre c'est pas l'extase et je trouve qu'il a tendance à assombrir l'image. Le mode 4/3 plein écran est le plus approprié à mon goût pour l'utilisation de ce filtre. On peut activer une fonction économiseur d'écran via le menu de sélection des fonds d'écran en appuyant sur le bouton Run. Quand il est actif, on peut voir des lunettes de soleil s'afficher. Ce mode réduit l'intensité lumineuse si on ne touche pas le contrôleur pendant un certain temps. Donc si vous regardez une longue démo comme celle de Tengai Makio 2, sans toucher la manette, ne vous inquiétez pas si l'image devient subitement sombre quand ce mode est activé. Maintenant, il faut déterminer le mode d'affichage de la PC Engine Mini le plus proche de la résolution d'origine. On va se concentrer sur les 3 premiers affichages qui sont l'affichage 4/3, l'affichage 4/3 plein écran et l'affichage Pixel Perfect. Parlons un peu de résolution. La résolution d'affichage de la PC Engine Mini est de 1280 par 720 pixels. Une résolution HD standard qui est similaire aux autres mini-consoles, ce qui permet donc, en théorie, de multiplier par 3 la résolution de la console originale. Mais ce n'est pas si simple avec la PC Engine. La résolution d'origine en hauteur est de 240 pixels, soit 240 lignes horizontales. Pour la résolution en largeur, elle varie entre 256 à 512 pixels, mais une bonne partie des jeux utilisent principalement une résolution de 256 sur 239 pixels. Cela donne une image relativement carrée, voire même allongée sur la hauteur en sortie. La PC Engine a en effet la particularité d'utiliser plus de lignes horizontales comparées aux autres consoles de l'époque. Par exemple, la Mega Drive ou la NES utilisent principalement 234 lignes horizontales et 192 pour la Master System. Oui, je sais qu'il y a des exceptions comme Sonic 2, mais on va pas compliquer les choses. Donc, si on compare avec la Mega Drive qui utilise principalement une résolution de 320 sur 224 pixels, les téléviseurs CRT ont besoin d'étirer beaucoup plus l'image de la PC Engine avec sa résolution de 256 pixels en largeur pour remplir l'écran. Ce ratio entre la largeur et la hauteur de l'affichage de la PC Engine complique les choses pour maintenir les proportions 4/3 en 720p. On va revenir sur les modes d'affichage de la PC Engine Mini et on va comparer le mode 4/3 et le mode 4/3 plein écran. Le premier affichage 4/3 affiche toutes les lignes horizontales avec la même épaisseur de 3 pixels pour les jeux d'une résolution de 239 pixels en hauteur.
C'est le cas pour une bonne partie des jeux PC Engine. Pour le cas de l'affichage 4/3 en plein écran, pour remplir les 720 pixels en hauteur, l'épaisseur des lignes horizontales est de 4 pixels tous les 3 ou 4 lignes. Du coup, quand l'écran scrolle de façon verticale, l'épaisseur des bitmaps varie en fonction de l'épaisseur de la ligne qu'il affiche, ce qui donne un léger effet d'ondulement. Si ça vous dérange, je vous conseille donc de jouer avec le premier affichage 4/3. Mais cet affichage n'est pas parfait, et cela est dû aux proportions de la largeur de l'affichage de la PC Engine pour maintenir le ratio 4/3 comme je l'ai expliqué plus tôt. Pour respecter le bon ratio 4/3 en largeur, on ne peut pas afficher toutes les lignes verticales sur 3 pixels pour une bonne partie des jeux. Dans ce mode 4/3, la PC Engine Mini alterne des lignes verticales composées de 4 à 3 pixels. Donc une fois encore, quand l'écran défile à l'horizontale, on peut ressentir un léger effet de distorsion. Une fois de plus, il y a des exceptions comme The Kung Fu dont tous les blocs sont composés de 3 pixels. Dans le cas de l'affichage 4/3 plein écran, pour maintenir le ratio pour bon nombre de jeux, 4 lignes verticales sur 3 sont composées de 4 pixels et la quatrième est composée de 3 pixels, ce qui peut donner une fois encore un léger effet de distorsion en scrolling horizontal. Alors pour les jeux super graphics, peu importe le mode 4/3 sélectionné, le nombre de pixels composant les lignes horizontales et verticales n'est pas constant. Qu'on soit clair, ce n'est pas un problème technique de la console, mais tout simplement un problème de ratio. Heureusement, la PC Engine Mini dispose d'un mode d'affichage Pixel Perfect. Cet affichage multiplie tout simplement les pixels d'origine par 3, donc toutes les lignes horizontales et verticales ont la même taille. Donc dans ce mode, pas d'effet de distorsion lié à la différence de taille des lignes. Ici aussi, il y a des exceptions comme AirType qui, même en mode Pixel Perfect, a des blocs de pixels qui n'ont pas la même largeur. Pour corriger les effets de distorsion, activer le filtre CRT, c'est radical. Après moult tests, et j'en ai fait des tests, j'ai décidé d'utiliser le mode d'affichage Perfect Pixel de la PC Engine Mini. Parce que c'est le mode qui est le plus facile en fait pour faire les comparaisons entre la PC Engine Mini et la console originale. Donc c'est un mode d'affichage qui n'est pas étiré, donc normalement l'image est un peu plus large, donc vous inquiétez pas si vous trouvez les captures un peu plus fines, c'est normal, c'est pour les tests. En revanche, j'ai dû me prendre la tête avec le Framemaster pour pouvoir avoir, avec la console d'origine, en sortie, une image proche du Pixel Perfect au niveau des proportions de la PC Engine Mini. Vraiment, je me suis cassé la tête. En comparant les captures de la PC Engine Mini et de la console originale, la première chose que j'ai remarqué est que peu importe le mode d'affichage de la PC Engine Mini, une partie de l'image en haut et en bas n'est pas affichée. Si on compare avec une capture vidéo prise de la console originale via le Framemaster, on peut constater qu'une partie a disparu. Ce n'est pas un bug, la PC Engine Mini coupe quelques lignes pour simuler l'affichage d'un écran CRT. On peut effectivement voir sur un écran CRT que les parties coupées ne sont pas visibles. En zoomant dans les captures, on peut voir que la PC Engine Mini simule la variation des couleurs dues aux signaux vidéo analogiques. Une fois de plus, j'ai comparé plusieurs jeux en alternant les captures et en les mettant côte à côte pour voir s'il y avait des différences. J'ai remarqué qu'avec PC Engine ou Airbank, qu'il y avait une bande noire qui apparaissait en haut de l'écran en fonction de la position du personnage. Concernant le son, il y a un léger décalage pour une bonne partie des jeux que j'ai testés. Environ 100 millisecondes de retard pour la Mini. Par exemple, pour les bruits des explosions de Super Star Soldier, il y a 8 frames de décalage entre la console originale et la Mini. Écoutez bien avec la vitesse réduite et le son de la console originale à gauche et la Mini à droite. On entend d'abord le son de l'oreille gauche, n'est-ce pas? Il y a des jeux où il n'y a pratiquement pas de décalage, comme AirType ou PC Kid. Pour l'image, franchement pas évident de trouver des différences. Pour la différence des couleurs, c'est normal, le signalet RGB est plus sombre. Mais je vous laisse juger par vous-même avec un petit échantillon. Faites bien attention aux icônes qui indiquent à quelle console appartient l'image et le son.
Parlons maintenant du taux de rafraîchissement, le fameux frame rate, donc le nombre d'images par seconde. Alors dans l'émulation, il est très important que le nombre d'images par seconde soit le même que celui de la console originale, parce que s'il est trop rapide, le jeu il va trop vite, alors quand tu es dans un shoot, tu comprends plus rien de ce qui se passe, et s'il est trop lent, ça va pas, parce que c'est lent. Donc c'est un point sur lequel je fais particulièrement attention, et comme je l'ai expliqué lors du test de la Mega Drive Mini, j'ai développé un programme pour ça. Alors je vais pas réexpliquer comment j'ai fait ça, si jamais ça vous intéresse, checkez l'émission que j'ai faite sur les tests, enfin la review que j'ai fait sur la Mega Drive Mini. J'ai comparé le framerate d'une dizaine de jeux, et à chaque fois les courbes sont similaires. On peut y voir tout de même que la PC Engine Mini a un framerate plus stable. Résultat, doucement mais sûrement, la PC Engine Mini grappille les frames. Cela dépend des jeux, mais sur Ghouls and Ghosts, Aldines, Alien Crush ou Superstar Soldier, il y a une frame de décalage environ toutes les 350 frames. Soit un décalage d'une frame environ toutes les 6 secondes, ce qui est infime. Franchement, pas grand chose à dire sur le framerate. Maintenant, on va parler du temps de réponse. Oui, un point très important dans l'émulation. Donc le temps de réponse, c'est le temps écoulé entre le moment où on appuie sur la manette et que cette action se réfléchisse à l'écran. Alors quand le temps de réponse est trop lent, tout de suite c'est injouable. Ça devient très difficile à jouer, surtout pour ceux qui sont habitués à jouer à la console originale avec un écran, bien sûr, CRT. On va donc faire la comparaison entre le hard original relié à un écran CRT et la PC Engine Mini branché à un écran LCD. Tout d'abord, nous devons déterminer la latence de l'écran LCD par rapport à l'écran CRT. Pour ce faire, j'ai branché une PC Engine originale aux deux écrans simultanément. J'utilise un câble RCA pour relier la console à l'écran CRT, et comme la Mini utilise le port HDMI, il faut aussi brancher la console originale en HDMI à l'écran LCD. J'ai donc relié le câble RCA de la PC Engine originale au FrameMaster, qui est lui-même relié à l'écran LCD en HDMI. Comme dans ce cas de figure, le délai du FrameMaster étant d'environ 1 milliseconde, il n'est pas nécessaire de le prendre en compte. En filmant les deux écrans simultanément, on peut calculer le décalage de l'affichage entre les deux écrans. En 120 images par seconde, on peut voir ici qu'entre le moment où le réacteur s'allume sur le CRT, puis sur l'écran LCD, il y a 3 frames. Donc le délai d'affichage entre l'écran CRT et l'écran LCD est d'environ 25 millisecondes. Pour estimer le délai des temps de réponse, je branche la PC Engine originale à l'écran CRT et la Mini à l'écran LCD. Puis j'appuie en même temps sur les deux boutons des consoles. Les deux écrans sont filmés en 120 fps, soit le double de la fréquence de rafraîchissement de l'écran CRT. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le voit clignoter, car il n'a pas le temps d'afficher l'ensemble de l'image entre chaque frame. Pour Castlevania Rondo of Blood, on peut voir qu'entre le temps où j'appuie sur le bouton, il faut 5 frames pour que Richter Belmont commence à bouger sur l'écran CRT, puis encore 6 supplémentaires pour qu'il bouge sur l'écran LCD. Je rappelle que l'on filme en 120 fps, donc le temps de réponse de la console originale avec le CRT est d'environ 41 millisecondes, soit moins de 3 frames. Pour la Mini et le LCD, il est d'environ 91 millisecondes, mais il ne faut pas oublier de retirer les 25 millisecondes liés au décalage de l'affichage de l'écran LCD. Donc le décalage entre la Mini et la console originale est de 91 millisecondes moins 25 millisecondes dû au temps de réponse de l'écran LCD, moins les 41 millisecondes de latence de la console originale avec l'écran CRT, soit 25 millisecondes. Alors j'ai fait le test avec 10 jeux. Aldines, Alien Crush, Dai Makaimura, Lord of Thunder, Newtopia, Ninja Luikenden, PC Kid, R-Type et Soldier Blade. On tourne autour de 2.5 frames de décalage, et à ces niveaux de timing, personnellement je ne sens pas la différence. Après tout va dépendre du temps de réponse de votre écran. Pour finir, les temps de chargement pour les jeux CD sont bien plus rapides, ce qui est loin d'être déplaisant. J'aurais aimé avoir plus de RPG pour en profiter. Et bien conclusion, cette petite PC Engine Mini, c'est pas mal du tout, hein. C'est même très bien au niveau de l'interface, c'est la meilleure console Mini, je pense que là c'est là où on a le plus de travail au niveau de l'interface. Au niveau de l'émulation, c'est encore du bon travail de M2, j'ai l'impression que plus ils font des mini, plus ils sont meilleurs. J'ai pas trouvé grand chose, il y a des petits trucs mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et puis, il y a 53 jeux différents.
dont 5 jeux qui sont en 2 langues différentes, et puis c'est pas des petits jeux, donc maintenant vous pouvez faire Ys 1 et 2 en anglais, les 2 Nutopia aussi en anglais. Je trouve ça assez cool, et en plus il y a des modes cachés. Donc si tu appuies sur Select and Run par exemple quand tu veux lancer Gradius, eh bien tu as un mode arcade, donc tu as un Gradius plus proche de l'arcade, donc avec des couleurs plus proches de l'arcade, de la musique plus proche de l'arcade. Tu as aussi un mode caché comme ça pour Soldier Blade, donc pareil au démarrage tu appuies sur Select and Run, et puis tu peux avoir un mode caché. Il y a d'autres modes cachés comme ça, donc je vous conseille de bidouiller un petit peu par tous les autres jeux pour trouver les modes cachés. Au niveau de la censure, j'ai pas vu grand chose, j'ai vu quelques censures sur Snatcher. Après j'ai pas fait tous les jeux, hein. Je les ai pas tous finis, c'est pas possible, déjà j'étais tellement occupé à faire des tests que c'était pas possible. Et puis fondamentalement voilà, j'ai pas testé tous les jeux non plus dans tous les sens. Ce que j'ai testé, voilà, ça m'a convaincu, je vais pas me prendre la tête à faire plus de tests, alors sauf si vraiment vous voulez que je fasse des tests. D'ailleurs si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas, hein, ça peut peut-être faire le sujet d'une autre émission. Pour la Mega Drive Mini en fait j'en ai pas eu beaucoup, donc je suis assez content, ça veut dire que j'avais fait une bonne émission. Et puis une fois encore, il y en a d'autres qui vont dire ouais il y a ça qui va pas, qui vont râler, il y a rien qui remplace le vrai truc. Bah ouais bien sûr il y a rien qui remplace le vrai truc, mais voilà quoi, maintenant trouver tous ces jeux là à prix raisonnable, c'est quand même chaud quoi, ne serait-ce que les lecteurs CD, un truc qui tourne encore aujourd'hui, bah, ça devient compliqué, donc moi je suis plus relax par rapport à ça. Je vois le prix de la console, en plus c'est un produit officiel avec des très bons jeux. Pour ceux qui me disent Recallbox, machin et tout, ouais je veux bien, mais si t'as les ROM, oui, sinon bah c'est... hein, on fait comment? Après faut pas me parler d'écran super qualité CRT et tout, moi quand j'étais petit et que je jouais avec mon écran CRT, c'était pas un PVM, hein, c'était un écran tout naze, et moi ce que j'aime bien c'est ce sentiment, ce feeling d'avoir quelque chose de proche de ce que j'avais à l'époque, donc voilà quoi, on va rester raisonnable. Bon, hein, je vais pas m'étendre sur la question, personnellement moi je trouve ça bien, et je pense que pour ceux qui connaissent pas les jeux PC Engine, bah c'est une occasion, même si elle est un peu plus chère que les autres mini, alors je parle pas de la Neo Geo, mais il n'empêche que ça reste un bon produit, et pour ceux qui ont la nostalgie de la PC Engine et qui ont envie de faire des petites parties vite fait, bah c'est l'outil idéal. Franchement moi je suis assez content, puis en plus cette petite PC Engine, voilà, parce que moi la PC Engine c'est quand même une longue histoire avec cette console. Faut savoir que j'ai acheté d'abord une Mega Drive japonaise, et je me souviens dans un magazine, enfin c'est un pote déjà qui m'avait parlé d'un Golden Axe CD, et puis je me souviens que dans un magazine il y avait Ys qui était affiché là, et je me suis dit, ils ont sorti Ys sur CD, mais c'est un truc de malade. Surtout que j'adorais la version en Master System, et quand j'ai vu le Ys en démo dans un magasin avec le son et la musique, non c'est pas possible, mais là il me la faut cette PC Engine avec le CD. Alors j'ai pas pu l'avoir tout de suite, j'ai d'abord une GT, un truc de ouf, parce que c'était un pote à moi qui me l'avait vendu parce qu'il voulait acheter autre chose, donc je l'ai eu à un prix raisonnable. Donc j'ai d'abord eu une GT, et puis quand j'ai eu une télé dans ma chambre, et ben j'ai investi dans une Core Graph, voilà, et il a fallu pas mal de temps avant que je puisse avoir la version CD. Et je vais pas vous raconter ma vie, on va s'arrêter là. Une fois encore, je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, merci de me suivre, merci pour tous ces messages d'encouragement, et franchement il y a beaucoup de connaisseurs et j'apprends beaucoup de choses avec vous, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre des petites anecdotes, des commentaires, ça peut toujours faire la suite à une émission ou à quelque chose, on ne sait jamais. Voilà, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt sur les doigts, sayonara.